Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai des pères qui savent pas quoi foutre de leurs propres émotions. Ils savent encore moins quoi foutre des émotions de leur enfant. Et qui se disent, en fait, si j'y arrive pas, c'est parce que mon enfant est hypersensible. Non, si t'y arrives pas, c'est parce que toi, t'as un truc à régler en toi. Il y a un trauma qu'il faut que t'ailles chercher et qu'il faut que t'ailles régler. Ton enfant, c'est juste ton enfant, en fait. Oui, un enfant, ça peut péter un câble parce qu'il a appuyé sur le bouton, parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton d'ascenseur, parce qu'il y a un rituel derrière. Et on l'a tous vécu, ça, le truc où on voit notre enfant péter un câble, on comprend pas pourquoi. D'ailleurs, Maria Montessori l'explique très bien. C'est parce qu'il y a des phases d'ordre, il y a des phases sensibles de l'ordre, et des fois, il suffit qu'on change l'ordre, qu'on change le rituel, et ça va créer un grand désarroi chez l'enfant. Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts. Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai 2 enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Il y aurait près de 20 à 30% de la population générale que l'on pourrait qualifier d'hypersensible. La sensibilité des enfants, la gestion de leurs émotions, de par l'immaturité de leur cerveau, n'est pas gérée comme celle des adultes. Alors comment différencier les enfants hypersensibles ? Hypersensibilité aux textures, aux ambiances, aux odeurs, aux changements. Est-ce une chance ? Quelles difficultés cela peut-il représenter ? Comment cela a-t-il affecté leur vie quotidienne ? Comment ont-ils appris à gérer les émotions de leurs enfants ? Comment ont-ils adapté leur approche parentale en fonction des besoins spécifiques de leur enfant ? On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. Pour ce nouvel épisode, nous avons 2 invités et on va être galant et poli. On va commencer donc par Nadège. Alors, peux-tu te présenter aux auditeurs de Parents pas parfaits, s'il te plaît ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, donc, je m'appelle Nadège. Je suis la maman de 2 filles qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans. Je suis infirmière puéricultrice de profession et je suis la créatrice donc d'un amour au naturel. Et du coup, je travaille à la fois auprès des parents, donc je propose vraiment de l'accompagnement parental, à la fois des consultations et des ateliers, et j'accompagne également donc les professionnels de la petite enfance puisque j'interviens dans des crèches, RPE, à l'AE, etc. Et je suis également autrice chez Erol. Voilà. C'est une grosse carte de visite, ça rentre sur une feuille A4, hein. Ça rentre. Mi bout à bout. Et t'as un compte Instagram aussi. Ouais, c'est un amour et donc j'ai naturel. un compte Instagram, c'est ça, du nom de mon entreprise, donc un amour au naturel. Ok, merci Nadège. Et puis on passe à l'homme. Attention, ça rigole pas. Cédric, bonjour Cédric. Bonjour. Alors, voilà, juste pour casser ton J'adore, ouais. voilà, et je tiens à souligner cette imitation. Je suis très contente, tu peux pas vraiment voir le sourire que je fais. Mais... Très très belle imitation de Cédric du coup. Ah là là. Alors Cédric, à toi de te présenter aux auditeurs de Parents pas parfaits. Si tu peux garder cette voix-là tout le podcast, oui, formidable. ce serait pas mal quand même. Allez, non, ça me fait mal à la gorge. Alors, écoute, moi, je m'appelle Cédric, donc j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis, mon premier métier, c'est d'être papa. Je suis papa d'une fille de 4 ans et demi qui est en instruction en famille. Ensuite, je suis podcasteur. J'ai créé le podcast La Patriarcat il y a 3 ans maintenant, avec le compte Instagram et les réseaux sociaux qui vont avec. À côté de ça, je suis auteur. J'ai écrit le livre Tu vas être papa aux éditions First. Je suis conférencier du coup sur le sujet. Je fais des formations aussi avec LDDC Formation pour en fait former des accompagnants en périnatalité sur le sujet spécifique des paternités. Et je suis aussi thérapeute. C'est tout ? On a 2 invités de marque aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis juste animateur radio. Donc... c'est impressionnant vos CV. Romain, faut pas être complexé. Non, je suis pas complexé. J'ai un petit CV à côté. C'est bien d'avoir des invités comme ça, c'est inspirant et j'ai toujours énormément de respect pour les gens qui écrivent des livres. Je ne sais pas comment vous faites pour écrire des bouquins. Ça m'impressionnera toujours. C'est pas une vanne. Hein, non, moi aussi. Moi, j'avoue, je sais pas comment tu fais pour sortir un pavé après de 200 ou 300 pages. Je sais pas comment ça se passe. Très honnêtement, je pense que c'est un processus maturatif. Oui. Parents pas parfaits, nouvel épisode aujourd'hui consacré à la sensibilité, Elodie. Peut-être aussi d'hypersensibilité. La première question que je voudrais vous poser, Nadège, du coup, c'est si je te dis sensibilité par rapport à tes enfants, qu'est-ce que tu me réponds, toi ? Ça évoque quoi pour toi ? Ça évoque plusieurs choses. D'où la question très ouverte. C'est ça, c'est très large. Ça évoque à la fois leurs émotions et surtout l'expression des émotions de mes filles. Ça évoque aussi bien la sensibilité liée à leurs différents sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Ça évoque aussi pour moi l'empathie, le respect à la fois des uns des autres au sein de la famille,
avec les amis, à l'école et aussi en lien avec la nature, mais aussi avec les objets. Quelle sensibilité est-ce qu'on a quand on touche un livre, quand on tient un livre, etc. Donc, quand tu me dis juste ce mot-là, j'ai plein de choses qui me viennent. Mais en c'est tête, super. mais qui sont assez variées. Voilà. Ok. Et donc, on va y revenir après. Mais toi, t'as une de tes 2 filles ou tes 2 filles qui sont, que tu qualifies d'hypersensibles. Exactement. Et moi-même, je le suis aussi. Ok. Donc, on pourra faire le lien, en effet, avec la tienne, puisque on dit que ça, il y a une part, en tout cas, qui peut être héréditaire dans l'hypersensibilité. Cédric, si je te dis sensibilité, tu me réponds quoi? Toi, ça évoque quoi pour toi? J'ai envie de te dire, j'ai presque envie de te dire que c'est une définition de vivant intelligent, en tout cas de l'être humain à minima. Bien sûr, qui englobe d'autres animaux quand on n'est pas égocentré, mais qu'on essaie d'être écocentré. Donc voilà, la sensibilité, c'est ce qui fait de nous des êtres sociaux, et comme que ce soit l'être humain, donc ou d'autres espèces qui sont aussi des êtres sociaux. Pour moi, c'est le levier qui permet d'avoir des êtres sociaux. Comme Nadège le disait, bien sûr, il y a l'empathie, il y a ce qu'on va ressentir à un moment, et puis et ce qui va être compliqué d'ailleurs, c'est notre capacité à l'exprimer, à l'accueillir. Mais moi, en fait, quand tu me dis sensibilité, j'ai envie de te dire, c'est la clé pour être des êtres sociaux qui vivent ensemble. C'est le propre de l'homme. Est-ce que il y a une sensibilité? C'est pas le propre de l'homme. En tout cas, pas le propre de l'humain, puisque les autres. Dire ça. Non, ça c'est vraiment truc qui parle. Faut pas dire ça. Non, je sais pas ce que ça a dit, mais. Je me permets. Donc, c'est pas le propre de l'homme, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas le propre de l'humain. Il y a des êtres qu'on appelle des êtres sensibles, les animaux. Je pense qu'il y a vraiment des beaux sujets dans toutes les thèses antispécistes sur le sujet. Donc, non, c'est pas le propre de l'homme. En tout cas, c'est le propre des espèces sociales. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans la sensibilité des enfants, si on devait la différencier justement de soit celle des adultes ou des autres? Moi, ce que je trouve de particulier dans la sensibilité des enfants, c'est que déjà, ils ont pas. On va directement plonger dans un petit peu de neurosciences, mais leur cerveau n'est pas fini d'être construit. Ça se termine vers 25 ans. Et du coup, on se retrouve avec des émotions, en tout cas une sensibilité qui se régule, en tout cas dans son expression, plus difficilement. Donc ça c'est une chose, mais surtout la sensibilité des enfants, c'est leur moyen de survie. C'est leur moyen de survie, et c'est ce qui a développé d'ailleurs. J'aime beaucoup les travaux de Sarah Buffer-Hardy sur l'alloparentalité, sur justement cette hypothèse de c'est parce que nos enfants naissent grands prématurés, quand même, faut pas l'oublier. Les bébés Homo sapiens naissent grands prématurés. Qu'ils ont cette sensibilité immense à pouvoir copier ce que font les autres, à pouvoir intégrer via l'observation de leur environnement et surtout de comment leurs figures d'attachement interagissent avec leur environnement, justement comment survivre dans ce monde, et qu'ils ont développé tout un tas de petits codes pour pouvoir survivre. Et ça, c'est grâce à cette sensibilité qui va créer plus de connexions neuronales par ailleurs que dans d'autres espèces. Et c'est très intéressant de savoir qui de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on a un plus gros cerveau parce qu'on est plus sensible, ou est-ce qu'on est plus sensible parce qu'on a un plus gros cerveau? Voilà, c'est des questions en anthropologie qui sont très intéressantes, mais c'est ce qui fait la différence en fait. C'est que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, mais notre survie dépend de ça en fait. Ok, donc ça peut être à la fois peut-être une fragilité dans le sens où, vu qu'ils sont très immatures, ils ont besoin d'être beaucoup accompagnés par rapport à leur sensibilité, mais aussi une grande force quand on t'écoute. Difficile à différencier. C'est une immense puissance, et c'est d'ailleurs ce que je reviens sur les travaux de Sarah Buffer-Hardy, mais c'est ce qui fait une immense puissance, c'est que, donc petite parenthèse sur l'alloparentalité, c'est le fait d'avoir plusieurs adultes qui vont s'occuper des enfants. On n'est pas juste à quelque chose de très nucléique comme dans notre société maintenant, avec 2 parents qui sont souvent très isolés, voire même une mère seule. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est justement par l'observation de plusieurs figures d'attachement, de plusieurs modèles, que l'enfant va acquérir, va multiplier l'acquisition que ce soit d'expression d'émotion, d'expression faciale, mais aussi de façon d'interagir avec l'environnement. Et c'est cette grande sensibilité qui fait aussi de l'enfant un géant des potentiels, du coup. D'où le fait que traverser certaines choses seules, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, ça peut être assez pathogène et assez complexe.
puisque ce que tu es en train de dire, c'est que plus c'est collectif et plus c'est riche. Et pour les adultes, d'ailleurs, je pense, et pour les enfants. Oui, tout à fait. Après, c'est exactement ça. Hein. Être seul, de toute façon. Alors, bien entendu, il y a toujours des exceptions à la marge hein, dans tout ce que je dis. Mais c'est pas du tout notre façon de faire. C'est pas notre façon de vivre dans notre espèce, j'entends, tu vois. Et c'est ça qui est de dingue quand tu te rends compte. Et ça l'est devenu un peu. Enfin, en tout cas. Ça l'est devenu, mais en fait, ça l'est devenu assez récemment, puisque à l'échelle de l'espèce, notre espèce, elle a grosso modo 300 000 ans, un petit peu plus si on veut augmenter l'évolution par rapport au domaine social. Mais bon, bref, notre espèce a 300 000 ans et on est sédentaire depuis en Europe 5 000 ans, quoi, grosso modo. Ça veut dire que si tu veux, si notre espèce est apparue il y a 24 heures, ça veut dire qu'on est sédentaire depuis 24 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déconner avec l'isolement des parents et surtout l'isolement des mères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rapports avec, je pense, au rapport des 1000 premiers jours qui explique que l'isolement des mères, c'est la première source de souffrance en postpartum et qui amène aussi le suicide des mères, le suicide comme une des premières causes de mortalité en postpartum pour les mères. Ouais, et puis je vais appuyer tes propos. Là, je fais un master en sciences de la communication et de l'information, un master 2, et donc mon sujet, c'est comment est-ce que les jeunes mères vont chercher de l'info en 2023, des infos ressources. Et en effet, le sentiment de solitude chez les 10 mères interrogées ressortent. C'est-à-dire qu'elle parle d'isolement, de grande solitude qui vient être un facteur hyper favorisant pour tout un tas d'autres sentiments qui est la fatigue extrême, la culpabilité, l'anxiété. Mais là, on parle de ce sentiment qui arrive après l'accouchement et à cause avec des gros guillemets, à cause des professionnels de santé qui font un pseudo-suivi ou alors de façon générale avec... De façon générale, les mères ressentent elles sont plus informées généralement que les pères, surresponsabilisées sociétalement parlant, avec alors ce que disait Cédric est vrai, c'est très récent, et en plus là encore plus récemment un nouveau modèle parental type à apprivoiser qu'elles ont en plus pas reçu, et donc elles ressentent beaucoup de solitude parce que il y a une désagrégation sociale, un manque de soutien sociétal et des professionnels de santé et d'autres choses d'ailleurs. Et de la famille. Et de la famille, je pense que c'est important de se rappeler aussi que si tu veux, quand on regarde un peu l'histoire de la paternité et de la parentalité, ok, le modèle social part toujours des élites, hein, et ce modèle social avec l'éloignement des enfants et de la famille nucléique, c'est quelque chose qui vient de la noblesse au départ. Mais surtout, on se retrouve avec aujourd'hui des mères qui évoluent dans un environnement où elles n'ont pas forcément leur mère. C'est ça, exactement. Et leur tante. Et alors bien sûr que je reste sur un schéma qui est très genré, puisque je pense que les femmes entre elles quand même sont plus à même de parler de ce qu'est la grossesse par exemple, mais elles sont maintenant éloignées de ça, alors que je reviens encore sur Sarah Blafardi, désolé, mais elle parle de l'hypothèse de la grand-mère. C'est super intéressant de savoir que par exemple dans notre espèce humaine de mammifères d'espèces portées, nous sommes la seule espèce par exemple où la longévité de la femelle ménopausée est très grande en fait. Je connais pas. En fait, normalement, dans les autres espèces de mammifères, de primates portés, une fois que la femelle a eu sa ménopause, elle vit ses quelques dernières années, quoi. Alors que dans l'espèce humaine, au contraire, il y a eu un rallongement. Potentiellement pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes aussi, de manière biologique. Il y a eu un rallongement justement parce que alloparentalité, parce que accompagnement des autres, et c'est un système de survie de l'espèce. J'aime beaucoup cette hypothèse, tu veux. Ouais, mais je pense que c'est vrai. Et puis là, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que plus l'entourage est présent, moins les mères où l'entourage est très présent et bienveillant, parce qu'en fait, la posture compte tout autant que la présence. On peut repérer qu'il y a un peu moins ce sentiment d'isolement et de solitude. Le constat est tout à fait vrai. Hein. Enfin bon, après, moi, c'est une étude qualitative. Ça représente pas la population en général, mais en tout cas, tout à fait en effet. Nadège, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? T'es d'accord avec tout ça, toi, Nadège ? J'imagine que oui. Oui. Tu peux dire non ? Non, mais après, j'ai envie de dire c'est du bon sens. C'est du bon sens. Forcément, les mères sont isolées, donc forcément, elles se sentent plus seules. Et effectivement, quand elles sont soutenues, elles se sentent moins seules. On va résumer ça comme ça. Je voulais te demander, toi, Nadège, tu nous as dit en tout début de podcast que tu avais une fille hypersensible. Et toi aussi, du coup, comment tu t'es rendu compte de cette hypersensibilité chez tes enfants et toi, du coup ? C'est quelque chose que tu as découvert plus tard ou alors tu t'en es rendu compte dès le début, très très tôt, très très jeune ? Et comment tu as réussi à le différencier avec cette sensibilité particulière des enfants, du coup, dont on parlait ? C'est deux questions déjà complètement différentes que vous posez. Alors déjà, dans un premier temps, effectivement, moi je me suis rendu compte de l'hypersensibilité de mes filles en suivant les travaux d'Élodie Crépel qui parle et qui vulgarise aussi beaucoup d'informations sur les neuroatypies, pas uniquement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Et c'est vraiment à force
de suivre ses travaux et du coup moi aussi d'effectuer tout un travail de recherche. Et après je me suis moi-même formée aussi par l'Observatoire de la sensibilité. Petit à petit, on va dire de fil en aiguille, j'ai pu comprendre en fait certains comportements, certaines choses qui se sont passées depuis leur naissance, et puis comprendre aussi des choses par rapport à moi, parce que bien souvent les parents se découvrent hypersensibles une fois qu'ils se renseignent en fait pour leurs enfants, parce qu'il y a, je sais pas, des problématiques auxquelles ils sont confrontés, ils comprennent pas forcément ce qui se passe d'un point de vue en fait comportement, émotions très fortes, etc. Et du coup, mes parents s'informent pour leurs enfants et ensuite ils se découvrent eux-mêmes, et c'est un peu ce qui s'est passé tout simplement pour moi par rapport à tout ça. Et ensuite, pour faire la différence entre effectivement des tempêtes émotionnelles qui peuvent être très intenses, notamment chez les tout petits, pour pouvoir le différencier, on va dire, de ce qu'on appelle vraiment l'hypersensibilité qui, je le rappelle, est vraiment une particularité que l'on a dès la naissance. C'est pas quelque chose qui arrive plus tard, à moins qu'elle soit traumatique. Mais du coup, c'est pas vraiment une personne dite hypersensible. Et du coup, ça vient avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, tu as quelques doutes, on va dire, justement dans la petite enfance. Donc il y a des observations que tu fais en tant que parent, des petites choses qui te tiquent un petit peu en fonction du comportement, des réactions, etc. de ton enfant. Et puis c'est surtout au final en comprenant ce que c'était que l'hypersensibilité, maintenant qu'elles ont 8 et 10 ans, que vraiment moi j'arrive à faire des liens et les rapprochements. Et l'hypersensibilité, c'est pas uniquement une hyperémotivité. C'est-à-dire que l'hyperémotivité, c'est vraiment quand les émotions sont très fortes, intenses, qu'elles arrivent beaucoup plus vite aussi, beaucoup plus rapidement, et elles durent plus longtemps aussi que des personnes qui ne seraient pas hautement sensibles. Mais il y a aussi donc ce qu'on appelle les hyperesthésies. Et donc là, c'est tout ce qui est en lien avec une hypersensibilité, mais au niveau des sens, de un ou plusieurs sens. Par exemple, des enfants qui vont être, ou même des personnes qui vont être très sensibles au bruit, ou alors des personnes qui vont être très sensibles d'un point de vue tactile. Donc j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est très très parlant chez les enfants. Ça va être des enfants qui vont pas supporter les étiquettes, à qui on va mettre les chaussettes, les culottes ou les slips à l'envers, ou qui n'aiment pas les coutures, ou qui ne vont jamais porter de jeans parce que c'est trop serré. Il va falloir faire vraiment attention aux matières qu'on utilise. On va pas pouvoir leur mettre de fermeture éclair, de boutons à l'arrière du cou. Ils vont pas supporter les différentes épaisseurs aussi de vêtements. Moi, par exemple, mes filles, elles ne mettent jamais de pull. Voilà, c'est juste pas possible. Ça fait trop de couches, c'est trop serré au niveau du cou, ça fait des sensations un peu d'étouffement, etc. Et donc, en fait, ça va être des enfants qui, quand ils sont tout petits, par exemple, tu les habilles et tout, c'est un peu la course là avant l'école, vers 3-4 ans, et puis tu leur dis de mettre le manteau avant de partir, ils le mettent, c'est l'hiver, c'est un manteau un peu doudoune, et là, c'est l'explosion, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier, ils veulent plus le manteau, ils l'enlèvent, et toi tu fais, mais non, attends, il faut partir, c'est l'heure de mettre le manteau, et tu comprends pas, t'es complètement perdu. Parce que t'es pas au courant, ou t'es pas assez informé sur le moment en tout cas. Et en fait, voilà, ça peut être des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle donc une hyperesthésie kinesthésique, donc vraiment au niveau du toucher, etc. Et donc c'est vraiment en décortiquant tout ça, en observant notre enfant, en essayant de voir, qu'est-ce qui va provoquer donc ce qu'on appelle une tempête émotionnelle. Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, juste quelque chose qui a déclenché une émotion très forte, ou au contraire, c'est une accumulation, par exemple, de bruit à un moment donné. Ça peut être des enfants qui vont être très sensibles à la cantine, parce qu'il y a énormément de bruit, et qui se sentiront beaucoup mieux quand on leur mettra un casque sur les oreilles, etc. Donc c'est vraiment moi, en tout cas, en grandissant, que t'as pu, et en les observant, voilà, c'est ça, et en faisant des liens avec la théorie que j'avais pu trouver, soit dans les livres, ma formation, etc. Ou moi, encore une fois, vraiment, moi c'est vraiment Élodie qui m'a, je rebondis amené sur ce chemin-là. Je rebondis parce que moi je pense que ça me parle, ce sujet-là, forcément. Moi je pense que je suis moi-même hypersensible, et ma fille l'est. Alors les histoires d'étiquettes, elle peut mettre que des leggings souples, enfin voilà, c'était vraiment ça. Au moment de partir, je me roule parce que je supporte pas telle ou telle texture, ou c'est trop serré, ça me parle vraiment. Et puis moi, ce que j'avais pu observer, mais du coup je suis pas du tout aussi experte que toi sur le sujet de l'hypersensibilité, je pense que j'ai beaucoup moins de connaissances, c'est mon observation de mère qui me fait dire ça. Du coup tu peux être hypersensible d'un des sens et pas forcément de tous les sens, c'est ça que tu dis? C'est ça.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y en a qui vont avoir plusieurs donc hyperesthésies, c'est-à-dire plusieurs sens qui vont être très développés, mais d'autres qui en auront peut-être qu'un. Donc c'est vrai que souvent on dit il y a autant de façons d'être hypersensible que de personnes qui le sont, parce qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils. Alors bien sûr il y a des traits communs, on est bien d'accord, mais ça peut se manifester de façon complètement différente d'un enfant à un autre. Ouais. Et comment ça se passe du coup quand on détecte, quand on pense que son enfant a ce symptôme entre guillemets? Comment ça se passe? On va chez le médecin, chez le pédiatre? Comment ça se... Non. Si alors, moi je pense que mon enfant par exemple est hypersensible, comment je peux valider du coup qu'il est hypersensible? Alors donc déjà l'hypersensibilité c'est quelque chose qui est inné, qu'on a en fait vraiment depuis la naissance. Donc du coup c'est pas du tout considéré comme étant une maladie. Après les recherches elles ont commencé d'un point de vue scientifique uniquement depuis les années 90. Donc c'est quand même assez on va dire récent. Mais c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus, donc il va y avoir, je pense, j'espère, de plus en plus de travaux sur le sujet. Disons que si normalement les enfants peuvent avoir une hypersensibilité et ça pose pas de problème. Des fois, ça peut générer beaucoup de fatigue chez l'enfant et du coup, par exemple pour des enfants qui vont à l'école, on va se dire mais mince, ça se passe peut-être pas trop bien à l'école, etc. En fait, c'est pas juste que ça se passe pas trop bien, c'est juste que l'environnement n'est pas adapté pour les enfants qui ont une hypersensibilité. Et du coup, ça va être de mettre en place des petites choses comme ça. Donc, pour faire un diagnostic, déjà, c'est pas forcément nécessaire d'en faire un. Je pense que voilà, après, ça sert juste entre guillemets à mettre des stratégies en place pour justement adapter l'environnement, que ce soit à la maison, à l'école, etc., en fonction des spécificités de l'enfant qu'on a. Donc, on peut totalement aller voir une personne qui est spécialisée, comme moi par exemple, je propose des consultations pour les enfants hypersensibles et pour les parents qui peut-être se sentent un petit peu démunis, ne savent plus comment faire, quoi mettre en place, etc. pour aider les enfants et diminuer un petit peu, par exemple, cette fatigue qu'ils peuvent ressentir quand les sens sont très sollicités. Il y a un test qu'on peut passer. Là aussi, il n'y a absolument aucune obligation pour le faire passer à notre enfant, parce que peut-être que tout va bien. Après, c'est sûr que moi, les personnes que je vois en consultation, c'est soit que il y a quelque chose qui va pas pour l'enfant, ou soit parce que, encore une fois, les parents peuvent se sentir un petit peu dépassés par les émotions qui sont très fortes, etc., et qui savent pas comment les accompagner. Mais voilà, ça peut totalement bien se passer et on n'a absolument rien à faire si ce n'est à savourer tout ça, parce que j'estime que c'est quand même une grande chance d'avoir aussi cette haute sensibilité. Pas toujours si simple du coup quand t'es un parent lambda de différencier, parce qu'on parlait de sensibilité avec Cédric au début et de cette spécificité quand même des enfants avec ces tempêtes émotionnelles, ce cerveau très particulier. Cédric, est-ce que tu veux rebondir toi, a priori tu disais que ta fille tu l'identifiais pas comme hypersensible, mais est-ce qu'il y a quand même des situations auxquelles tu as été confronté et qui auraient pu te porter à confusion, ou est-ce que tu as mis du temps, ou est-ce que tu t'es jamais posé la question? Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode avec Elodie Crépin, dont j'apprécie le travail beaucoup, et je reste toujours sur quelque chose qui me questionne, si tu veux. C'est que on parle d'hypersensibilité dans un monde, dans une société qui stigmatise et qui réprouve les émotions et leur expression. Moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce qu'on parlait toujours d'hypersensibilité dans un monde où les émotions de tout le monde, où les sensations de tout le monde seraient accueillies comme étant normales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Mmh. Moi, en fait, pourquoi est-ce que je me pose pas la question? Ce que tu sous-entends, c'est en fait peut-être de par nature, on serait tous, les enfants y compris, hypersensibles, mais en fait non sensibles normalement. C'est ça que tu sous-entends, en fait, tu vois. Tu vois, enfin, moi, je veux dire, si tu veux, je vais te parler de mon parcours personnel. Moi, j'ai pas pleuré pendant 22 ans dans ma vie, de mes 9 ans à mes 31 ans. Et quand j'ai fait une thérapie, j'ai eu une forte libération émotionnelle. Ça a été plutôt compliqué. Et quand j'en ai parlé, à cette époque-là, c'était pas aussi à la mode l'hypersensibilité. Et ma psy m'a très simplement dit, enfin, ça va passer, vous inquiétez pas. C'est juste qu'en fait, vous aviez bloqué toutes vos émotions et maintenant vous apprenez à faire avec, quoi. Et c'est très intéressant parce que du coup, en effet, j'étais dans une période où tout me touchait, quoi. Et ça a duré, ça a dû durer un mois ou deux, tu vois. Et c'était un effet particulier, c'est flippant, hein, c'est vraiment flippant. Sauf qu'en fait, après, tu te rends compte, par un travail de psy, par un travail de régulation sur les traumas notamment, c'est juste de la sensibilité qui était étouffée, qui s'exprime, et après que tu peux assumer. Et moi, c'est pour ça que je reste toujours très prudent, ouais, sur ce sujet, parce que tu vois, par exemple, ma fille, en effet, elle a 4 ans et demi.
elle a eu une petite période d'hyperesthésie auditive qui s'est faite, et puis qui est passée, puis qui est revenue, puis qui est là en train de repartir. En parlant avec certaines personnes, on nous a dit mais oui, mais elle doit être hypersensible, machin, truc chouette. Non, en fait, c'est les enfants ont peur des gros bruits. Ce que j'allais dire. Ouais. C'est un peu tout. Tu vois, par exemple de l'école, du bruit à la cantine. Est-ce qu'on peut pas se demander justement si le problème c'est pas la façon dont on traite les enfants dans la société? C'est ça qui m'interpelle. Ouais, alors c'est vraiment pas que ça, parce que ça, disons que ça, ce qui est décrit, c'est vraiment effectivement comme il dit, les sensibilités des enfants. C'est aussi pour ça que c'est important de pas tout mélanger et de vraiment savoir ce que c'est que la haute sensibilité et de se référer quand on a des doutes au final à des personnes qui sont réellement formées à tout ça, parce que aujourd'hui on en parle vraiment de plus en plus et on entend de tout et n'importe quoi sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui sont pas du tout spécialisées dans le domaine qui vont se permettre d'en parler, mais pas forcément comme il faut, et du coup après ça dessert aussi la cause. Maintenant il y a des recherches qui ont été faites, qui ont mis en évidence que d'un point de vue cérébral, il y a des connexions qui se font plus vite, de façon plus forte, plus intense. Donc c'est pas juste une lubie, c'est pas juste une invention de la part de certains ou de vouloir surfer sur la vague, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé, qui existe. Mais après, le problème, c'est que plus on en entend parler, plus il y a des personnes qui vont se saisir de ça et effectivement s'auto-proclamer hypersensible. C'est un peu la même chose avec tout ce qui est en lien avec le haut potentiel intellectuel, etc. Le problème, c'est que à force d'avoir des gens qui s'auto-diagnostiquent ou s'auto-proclament avec telle ou telle spécificité, ça nuit, je trouve, en tout cas pour ma part, à véhiculer les vraies bonnes informations et du coup quelque part ça décrédibilise un petit peu. Si je fais un parallèle qui n'a absolument rien à voir, je vais faire le parallèle avec l'éducation, la pédagogie Montessori. C'est une très belle pédagogie. Moi, je suis vraiment à fond là-dedans, mais pas que. Mais pour autant, il y a eu tellement, ça a pris un tel engouement que tout est devenu jeu ou matériel Montessori. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi, si bien qu'on en vient à faire du Montessori avec des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie. Elle est réduite aussi mais c'est la posture de l'adulte qui fait et l'accompagnement de l'enfant qui fait la pédagogie Montessori. Mais c'est pas vrai, c'est pas que ça. Bien sûr, c'est en grande partie ça, mais c'est pas que ça. Et le problème, c'est que ça a été tellement vulgarisé, tellement transmis, ça perd du sens, tu vois, par mode un petit peu. Alors c'est bien parce que de plus en plus de personnes en parlent, mais en même temps, il y a aussi des choses qui desservent, par exemple, cette pédagogie. Et je trouve que c'est exactement la même chose, quel que soit le sujet. On peut également parler de l'éducation dite positive. C'est pareil, au final, on en vient tellement à en parler qu'il y a des choses autour de cette éducation qui sont dites, qui sont fausses et qui sont véhiculées. Et du coup, il y a des amalgames qui sont faits. Du coup, il y a des gens qui deviennent de plus en plus prudents, sceptiques et qui ne comprennent plus rien parce que c'est trop en fait en flot d'informations. Et je pense qu'il s'est passé la même chose ces derniers temps avec tout ce qui est en lien avec la haute sensibilité, ce qui fait que c'est normal en fait que les gens soient un peu sur la réserve et se questionnent et se disent mais est-ce que ça existe, etc. Et comment et pourquoi, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement, mais en fait on le voit vraiment pour tous les sujets et c'est le même problème à chaque fois malheureusement. C'est comme pour HPI, je suis d'accord, hein. C'est la série, dès qu'elle est passée sur TF1, t'as eu plein de gens qui se sont dit tiens, je crois que mes enfants sont HPI, ou alors moi je suis HPI, ou alors t'as plein de personnalités à la télé qui se sont dit tiens je suis peut-être HPI aussi. Et du coup ça banalise en fait les gens qui sont réellement HPI. Alors qu'en fait, ils sont juste normaux. J'ai pas de réponse à arrêter là-dessus, c'est assez compliqué. Ah non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de mode, ce que disait Cédric aussi, et ce que dit Nadège aussi. Il faut le prendre avec des pincettes. Ça crée le débat. Et Cédric, il faut en parler. Est-ce que Nadège a réussi à te convaincre avec ses arguments? Mais je pense que. Moi, j'ai pas là pour convaincre. Non, mais je rigole. Je plaisante. C'est un débat. Non, mais il y a un truc que je voudrais juste te dire, Cédric, après je te laisse la parole, c'est que c'est aussi de confronter différents points de vue qui permettent d'avancer sur certains sujets et d'ouvrir l'angle de vue. Donc c'est intéressant aussi d'avoir vos deux points de vue. Voilà. Vas-y Cédric, excuse-moi. Non mais moi j'ai pas de débat là-dessus, c'est que j'avais pas fini de parler. Vas-y. On parlait de ma fille et en fait si tu veux, moi il y a un truc que j'ai vraiment retenu de mon épisode avec Elodie, c'est que moi si tu veux, si ma fille plus tard dans son parcours de vie, elle veut se mettre l'étiquette hypersensible ou que sais-je, grand bien lui fasse. Pour moi les étiquettes, et d'ailleurs on était tout à fait d'accord avec Elodie sur le sujet, les étiquettes, à partir du moment où ce sont les gens qui se les mettent, ma foi, si ça peut aider les gens dans leur parcours de vie, qui on est pour dire quoi que ce soit, si tu veux. Moi, j'ai zéro débat avec ça. Par contre, il y a quelque chose qui, dans la vision, qui m'interpelle toujours. Alors, je rejoins Nadège aussi, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi, si tu veux. Moi, je sais que dans un épisode de podcast ou en story ou je sais plus quoi, j'avais dit que j'allais pleurer devant un film.
Ouais, on t'a dit que t'étais hypersensible. Non, on est venu me proposer un coaching à 600 € si tu veux. D'accord. Parce que comme je suis un homme et que je pleure devant un film dans le train, je suis forcément hypersensible. Non mais Cédric, le film c'était Taken. Alors bon, c'était Rocky. Donc, Rocky c'est hyper émouvant. Quoi, Rocky tu peux pleurer. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, mais je trouve que la comparaison de Nadège elle est très pertinente. Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que on a, mais encore une fois, comme sur d'autres sujets, c'est qu'on a une individualisation du problème. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient regarder pourquoi l'enfant, tu vois, reprenons le sujet de l'école. On vient regarder pourquoi l'enfant ne va pas bien à l'école et alors, je vais pas dire qu'est-ce qui cloche, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que ça va pas, qu'est-ce qui fait que c'est chez l'enfant qu'il y a un truc à interpréter, alors que c'est peut-être l'école, ouais. Alors que c'est peut-être l'école. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, dans notre société. Tu veux dire qu'on n'aborde pas le problème de manière systémique? En fait, il y a des sujets, on vit en société. Donc, il y a des sujets qui sont éminemment politiques et sociaux. Et le problème, je trouve, c'est que en individualisant tous les sujets, on oublie cette dimension politique et sociale, tu vois. Refaisons un autre parallèle. Prenons, tu vois, par exemple, on a l'hypersensibilité, on a le TDAH, tout ça. On dit, ouais, les enfants, machin, TDAH, ceci, cela. Sauf que les enfants, en fait, ils courent beaucoup moins qu'avant. C'est vrai. Redis, Cédric, redonne la définition de TDAH parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, à mon avis, ça fait. Alors attends, c'est le trouble de l'attention avec hyperactivité. Avec ou sans hyperactivité. Avec ou sans, ouais. On a ça. Et si tu veux, en fait, c'est qu'on réfléchit plus la société. On voit pas que les enfants évoluent sur des trottoirs trop petits. On voit pas que les enfants ne sortent plus comme ils faisaient avant. On voit pas que les enfants n'interagissent plus avec leurs parents comme ils le faisaient avant. Les interactions sociales sont menacées, l'espace de jeu et de mouvement est menacé. Et ça, en fait, on ne le pense plus parce qu'on va coller une étiquette sur un enfant en disant mais c'est parce qu'il est TDAH, c'est parce qu'il est cela. Attention, le TDAH existe de la même manière que l'hypersensibilité existe. J'ai pas de débat là-dessus. Mais mais je comprends ton point de vue que sous l'angle individuel. On ne pense plus la société. Et ça, tu vois, au même titre que sur des sujets de développement de l'enfant, pour moi, la sensibilité aujourd'hui, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec les émotions de l'enfant? Aujourd'hui, il y a combien de personnes, que ce soit des parents ou des gens en structure d'accueil ou à l'école, qui ont le temps, qui ont les moyens, que ce soit de formation ou de connaissances ou tout simplement de temps disponible pour accueillir les émotions d'un enfant et ne pas le vivre comme quelque chose de putain, c'est pas normal qu'il crie autant, quoi. Alors justement, ce serait quoi le rôle de aujourd'hui, qu'est-ce que pourrait faire la société, qu'est-ce qu'elle pourrait faire davantage pour qu'on prenne? Alors moi je pense que l'individualité peut être développée, comme le dit Nadège, pour certaines personnes, et autant au niveau collectif et systémique on pourrait se poser plus de questions. Mais Cédric, si tu avais des pistes de réflexion, tu dirais quoi par rapport au rôle sociétal, notamment par rapport à l'école, mais pas que. Si tu veux, moi, la question que je me pose, c'est parce qu'on parle beaucoup, tu vois, d'accueillir les émotions de l'enfant, de faire tout ça, mais en fait, on fait évoluer des enfants avec des parents qui sont cassés. On est quasiment tous cassés, tu vois. Ouais, c'est Marion Querc qui dit ça. Mais elle a raison. Aujourd'hui, si tu veux, moi, je vais donner un exemple très clair. Je parle avec beaucoup de papas. Je côtoie beaucoup de papas aussi dans mon entourage. Aujourd'hui, moi, j'ai des pères qui savent pas quoi foutre de leurs propres émotions, qui savent encore moins quoi foutre des émotions de leur enfant, et qui se disent, en fait, si j'y arrive pas, c'est parce que mon enfant est hypersensible. Non, si t'y arrives pas, c'est parce que toi, t'as un truc à régler en toi. Il y a un trauma qu'il faut que t'ailles chercher et qu'il faut que t'ailles régler. Ton enfant, c'est juste ton enfant, en fait. Oui, un enfant, ça peut péter un câble parce qu'il a appuyé sur le bouton, parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton d'ascenseur, parce qu'il y a un rituel derrière. Et on l'a tous vécu, ça, le truc où on voit notre enfant péter un câble, on comprend pas pourquoi. D'ailleurs, Maria Montessori l'explique très bien. C'est parce qu'il y a des phases d'ordre, il y a des phases sensibles de l'ordre, et des fois, il suffit qu'on change l'ordre, qu'on change le rituel, et ça va créer un grand désarroi chez l'enfant. Ouais, puis comme tu dis, enfin, je veux dire, quand t'as pas reçu d'écoute de tes propres émotions, ton enfant intérieur, quand t'es fatigué, en plus que t'as une journée difficile, moi, je parle là à titre très personnel, mais des fois, je vois ma mère. C'est-à-dire que je vois ce qu'on m'a donné à moi en tant qu'enfant, et donc, vu que j'ai beaucoup travaillé sur moi, que je prends du recul, et que voilà, je me vois et donc je réadapte, parfois pas à temps, personne n'est parfait et t'arrives pas toujours à maîtriser ça, mais tu réadaptes parce que t'as conscience. Mais quand on n'a pas conscience, et je te rejoins sur les pères, là moi je reçois peu de pères, au cercle des parents il y a quand même beaucoup plus de mères, mais j'ai reçu un père dernièrement en fait qui m'a dit voilà, je pars toute la semaine en déplacement, il était hyper ému quoi, il avait les larmes vraiment
j'ai peur de m'éloigner de ma fille, mais tu sentais que c'était tellement refoulé, c'était la première fois qu'il en parlait parce que il savait pas quoi en foutre, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il savait pas quoi en foutre, il savait pas quoi lui dire. Quand je lui ai dit d'envisager peut-être de parler avec elle, c'était impossible, c'était ingérable de lui dire j'ai peur de m'éloigner de toi, j'ai peur que notre relation s'abîme. Il ne pouvait pas faire ça. Après, il va pouvoir mettre des choses en place avec le toucher, avec les câlins, avec le fait de faire des activités avec elle, mais c'est impossible, c'est inatteignable. Donc oui, je pense qu'il y a aussi ça chez les adultes, chez les pères et chez les mères d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que chez les pères, mais à prendre en compte pour accueillir la sensibilité des enfants aujourd'hui, oui, tout à fait. Nadège, toi, au niveau rôle sociétal, alors on alterne entre sensibilité, hypersensibilité, mais au fond, il y a quand même quelque chose de commun, c'est accueillir ces émotions fortes chez les jeunes enfants. Qu'est-ce que tu penses que la société peut faire pour sensibiliser davantage à l'hypersensibilité, justement? Alors déjà, je voulais juste te dire que je rejoins totalement Cédric sur ce qu'il disait et sur le fait qu'effectivement, on essaye de donner des outils aux enfants, mais soi-même, on s'autorise pas, en fait, à les exprimer. Et ça, qu'on soit parents, mais pas que, à l'école, à la crèche, les professionnels ne s'autorisent pas toujours à exprimer leurs propres émotions devant les enfants. Alors moi, je le vois surtout avec les structures petite enfance, puisque j'interviens là-bas et qu'on travaille beaucoup sur les émotions. T'interviens comme c'est vrai que quand j'interviens pour des formations. Pour des formations. Okay. Mais du coup, c'est vrai que quand je leur demande est-ce que il vous est arrivé d'exprimer vos émotions auprès des enfants, de leur dire quand ça va pas, etc. Bien souvent, la réponse est non, parce que au boulot, on t'explique que tes émotions, elles doivent rester au vestiaire ou à la maison. Et que ensuite, quand tu es au travail, il faut que, tu vois, tout aille bien. Donc, ça veut dire que quelque part, les adultes n'ont pas le droit de ne pas aller bien, d'être triste, peut-être d'être en colère, etc. Du coup, c'est dur de dire aux enfants, allez, vas-y, pleure. Quand tu vois pas d'adultes qui pleurent, en fait, jamais, parce que je reviens encore sur ce que disait Cédric. C'est vrai qu'il y a quelque chose du côté des pères, mais parce que dans leur enfance, pour les papas qui sont, je dirais, de notre génération à peu près, voilà, c'est ça, même les 40, tu vois, et plus, les garçons, quand ils étaient petits, c'était faut pas pleurer parce que sinon tu vas ressembler à c'est les filles qui pleurent, quoi. Tu vois. Donc il y a vraiment quelque dans l'inconscient chose collectif, déjà autour c'est de encore tout ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc je pense que déjà, ne serait-ce qu'au travail, pour tous les adultes, il faudrait pouvoir les autoriser à exprimer leurs émotions. Après, exprimer leurs émotions, comme j'ai dit tout le temps, c'est pareil pour les enfants comme pour les adultes. Toutes les émotions sont hyper importantes, hyper utiles pour soi, pour retrouver la sérénité, etc. Elles sont vraiment nécessaires, donc vraiment toutes pour être vécues. La colère. Par contre, effectivement, toutes. Mais après, effectivement, tous les comportements pour les exprimer ne sont pas sociétalement acceptables. Mais si déjà on autorise les adultes, même sur leur lieu de travail, à exprimer leurs émotions, je pense que déjà, on va faire un grand pas. Maintenant, pour pouvoir le faire, effectivement, il faut aussi sensibiliser au niveau des entreprises, au niveau des structures qui accueillent des enfants, etc. À la fois pour les former sur les émotions de l'enfant, mais aussi pour les informer, eux, sur leurs propres émotions et sur la façon qu'ils ont de les exprimer, soit devant les collègues, soit devant les enfants, parce qu'on les exprimera quand même pas forcément toujours de la même façon, parce qu'il y a des mots, tout simplement, qu'on va pas utiliser avec des enfants, mais qu'on peut utiliser avec ses collègues, etc. Et moi, je connais des adultes dans mon entourage, si tu veux, où là, dans leur société, de plus en plus, ils font passer des mails justement autour de la haute sensibilité, qu'est-ce que c'est, etc. De créer des réunions de travail autour de ça. Donc, tout doucement, vraiment tout doucement, ça commence aussi à bouger. Et c'est vrai que en formant à la fois les professionnels, quels qu'ils soient, mais qui travaillent avec des enfants, et en intervenant aussi dans les sociétés, en fait, dans les entreprises, et en parlant de ce sujet, mais pour apprendre aussi aux adultes qu'est-ce que c'est que eux, leurs propres émotions, à quoi elles leur servent, comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir au travail, à la maison, avec les enfants, etc. Il y a que comme ça que ça va bouger. Mais c'est vrai que c'est pas juste en disant tiens, on va mettre un livre sur les émotions et 3 peluches émotions entre les mains de l'enfant, et donc il va pouvoir exprimer les siennes. Ouais, donc c'est un vrai cercle vertueux. C'est et les parents et les professionnels, en effet, qui sont et dans le monde du travail, il y a aussi les professionnels qui gravitent autour des enfants, évidemment, qu'on pourra bouger les choses, et pas qu'en donnant des sortes de tips, puisque c'était ma dernière question, mais les tips et les astuces pour les parents sans prendre le problème à la racine, pour le coup, ça ne marchera pas forcément. Est-ce que, je pense qu'on va bientôt clôturer, parce qu'on est sur des
des formats autour de 40-45 minutes max. Est-ce que, Cédric, tu veux rajouter quelque chose que tu n'aurais pas pu dire par rapport à ça pour rebondir sur ce que Nadège vient de dire? Je me pose toujours la même question sur l'exemple du métier. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans mon expérience en entreprise, jusqu'au jour où d'ailleurs, en 2016, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle la Fnac, on peut la citer, où clairement le sujet c'était de dire non, les émotions, on les laisse pas à la porte de la boîte. Et si tu veux, en fait, c'est pareil, c'est que dans l'exemple qui est cité, c'est envoyer un mail sur la haute sensibilité dans une boîte où on te dit que tes émotions elles restent en dehors du boulot. Est-ce que c'est pas une surréaction aussi, si tu veux? Tu vois, est-ce qu'on n'est pas obligé de dire, est-ce qu'on n'est pas obligé de parler d'hypersensibilité pour ne pas parler de sensibilité? C'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me questionne, tu vois. C'est vraiment ça qui me questionne. Où est-ce qu'on place le curseur, quoi? Exactement. Et non, mais alors, dans l'exemple que j'ai donné, on ne sait pas tout ce qui a été mis en place en amont. C'est pas juste. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais il y a eu du travail aussi en amont. Ils sont pas passés de rien à ça. Nadège, tu veux, de l'expérience en entreprise sur les sujets que tu évoques. J'en ai beaucoup et j'ai travaillé en qualité de travail. Et je sais très bien comment ça peut se passer dans beaucoup d'entreprises en France, où quand on parle de bien-être des salariés, c'est juste mettre un baby-foot dans la salle de repos. Donc, ce qui ne règle rien. Donc, c'est ça qui me... Mais donc, les vraies solutions, ce serait commencer par dire qu'on peut parler de ses émotions, sans parler d'hypersensibilité. Exactement. Et après, pourquoi pas sensibiliser à d'autres sujets un peu plus profonds comme l'hypersensibilité ou un peu plus individuel, puisqu'ils ne touchent pas une population entière, c'est ça. C'est commencer par le systémique et après faire de l'individuel. Pour moi, la base, si je devais regarder la base, déjà on peut s'inspirer de la Convention internationale des droits de l'enfant, si tu veux, c'est-à-dire faire participer les gens. Pour reprendre l'exemple de l'entreprise, moi ce qui a beaucoup changé ma pratique managériale et ce qui a choqué bon nombre de salariés avec qui j'ai travaillé ensuite, c'est que je leur demandais comment ça va. Si tu veux, je leur demandais pas salut, ça va, machin et tout, on se croisait à la machine à café. C'était un vrai comment ça va, quoi. On se posait, et voilà. Et c'est comme ça que je vais te donner un exemple tout simple, C'est comme ça que j'ai une salariée qui était à l'ouest. On était à la Fnac de Bordeaux. On approchait de Noël. Alors, je te laisse imaginer. Elle était libraire au rayon vie pratique et cuisine. Je te laisse imaginer. À la fin d'année, le poids qu'il y avait sur ses épaules. Et en fait, ça allait pas. Elle avait échangé vite fait avec un autre collègue qui lui a dit, maintenant, c'est de bouger le cul et tout, machin, un truc chouette. Et en fait, je suis allé la voir, on en a parlé. Je dis, écoute, dis-moi comment tu te sens. Et en fait, elle a lâché. Tu sais quoi? En fait, le chien de sa voisine était morte. Et elle a pleuré. Et elle a dit, je me sens ridicule parce que je suis dans cet état-là pour le chien de ma voisine. Je lui ai dit, mais tu l'aimais, ce chien, tu vois? Et en fait, on accueille le truc et c'est très bien. Et après, ça va beaucoup mieux. Et ça, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est pas fait, tu vois. On prend pas le temps. C'est pas fait dans les entreprises et puis c'est pas fait, voilà. Enfin, je veux dire, tu vas en repas de famille, tu vas pas bien, on va te dire je dis en repas de famille, peut-être pas dans la famille, parce que c'est le cercle le plus intime, mais le fait de verbaliser vraiment ce que tu ressens, comme tu dis, en profondeur, le salut, ça va, il est tellement... De politesse, quoi. C'est un ça va de politesse. Bien sûr. Vrai, comment ça va toi aujourd'hui, avec quelqu'un dans lequel tu plonges tes yeux pour vraiment voir comment il va, c'est quand même pas quelque chose qui est fait, même avec des gens de qui tu es proche, donc encore moins dans le travail, mais parce qu'on nous a appris que se taire, c'est être fort, parce que être fort, c'est lever la tête et continuer. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ancré en nous. J'ai une maman qui me dit, une maman médecin de PMI, avec qui je me suis entretenue, et qui me dit, donc elle écoute des parents tout le temps, qui ont des problématiques et qui font preuve de sensibilité parfois, elle les y encourage. Et elle me dit, elle avait découvert que sa fille avait une maladie auto-immune, c'était très très difficile, et elle me dit, voilà, j'ai tenu parce qu'il fallait tenir, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y avait sa vie en jeu, parce que ceci, parce que cela. Et donc je lui dis, parce que d'avoir pu dire à un moment donné que c'était dur, ou elle me dit, non mais je sais, je conseille aux gens de le faire, mais malgré tout, pour moi c'était être faible. Elle m'a dit ça. Déjà, il y a ça, et il y a quelque chose qui est très intéressant dans la dynamique, c'est qu'on vit aussi dans une société patriarcale. Et alors, là, pas dire le contraire. Tu vas voir le lien qui est très important, c'est que, je vais pas faire toute l'histoire de la puissance paternelle, mais le sujet, en fait, c'est que, et j'invite à lire le livre de Jordan Shapiro sur le sujet, comment devenir un papa féministe. Les mecs, nous, on est formatés depuis tout petit à trouver des solutions, à être dans l'action. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous raconte quelque chose qui va pas, on va lui dire, fais ci, fais ça. Alors qu'en fait, non, la personne est juste en train de dire quelque chose qui ne va pas. Et souvent, les femmes attendent ça, d'ailleurs. Enfin, je fais des généralités, mais quand on raconte un problème, on attend plutôt de l'écoute qu'une solution, généralement. Oui, tout à fait. Et sauf que nous, en fait, les mecs, on n'est pas calibrés pour ça, parce que nous, en fait, quand on avait quelque chose à exprimer, quand on avait des sentiments, quand on avait des émotions, on nous disait, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, relève-toi, et puis pleure pas, et puis avance. Tu vois, donc, il y a ça, déjà, et du coup, ça, vraiment, ça vient
Et ça vient dans toutes les interactions. Je repense à un post d'une amie qui s'appelle Anaïs sur le compte Les Instants de Bonheur sur Instagram, où elle avait dit, c'est pas parce que je me plains de mes difficultés de mon allaitement que je veux arrêter d'allaiter. Tu vois, et je trouve ça, accueillir les émotions, c'est hyper important. Je trouve ça d'une justesse importante. On a le droit de faire des choix, on a le droit que ces choix soient difficiles à vivre, on a le droit d'exprimer sans aller chercher des solutions et des émotions. Et le problème, c'est que les gens qui ne savent pas ça, les gens qui n'accueillent pas ça, ils vont pas comprendre cette sensibilité qui est juste normale. Après, l'écoute active, ça s'apprend aussi. C'est pas si inné que ça pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça, mais écouter l'autre formuler ses émotions, ce qu'on conseille d'ailleurs de faire chez les enfants pour justement qu'ils puissent les identifier. Je dirais même que c'est un apprentissage. Peut-être que ça ne le viendra plus une fois que les enfants auront appris à le faire. Mais pour le moment, vu que nous, on ne sait pas le faire, adultes, qu'on ne nous a pas appris à le faire. En fait, tu veux, et c'est là où on va arriver à tu demandais ma recommandation à moi pour faire évoluer les choses. Ouais. Moi, ma revendication, elle est simple. Elle est simple. Elle est ambitieuse, mais elle est simple. On voit bien qu'on a un problème de compétence émotionnelle chez les parents, à commencer par les pères. Donc déjà, arrêtons de faire croire que la parentalité, c'est inné et qu'il n'y a pas besoin de préparation. Inscrivons de manière obligatoire, comme ça peut l'être chez les mères en termes de préparation à la naissance, des rendez-vous pour les pères. Je vote pour. Parler du développement des émotions. Développons le congé paternité qui est aujourd'hui toujours ridicule afin que le père puisse justement s'éveiller à sa sensibilité, s'éveiller à comprendre ce que c'est que d'être donneur de soins et c'est-à-dire que de s'occuper de quelque chose qui arrive sans avoir besoin de chercher de solution. Et donc là-dessus, soyons exigeants. Un congé paternité aussi grand que celui de la mère, bien rémunéré, avec 8 semaines obligatoires à la naissance et 2 semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère pour être en autonomie et seule avec son enfant. Parce que là, en fait, ça va ouvrir quoi ? Ça va ouvrir la sensibilité auprès de son enfant et surtout auprès de la mère aussi, puisqu'on va être en autonomie et seule. Et c'est ça, en fait, le sujet. C'est le problème aujourd'hui patriarcal, le cœur du problème, c'est ça vient jouer sur les parents et à commencer par les pères. Soutenons les parents pour protéger les enfants et avec l'association Avis d'Au-delà-FIT Agir contre les violences infantiles, c'est une des recommandations qu'on va mettre en place justement. Donc je ne peux que te rejoindre. Après moi, ce que je trouve bien aussi, c'est bien d'avoir des ateliers de papa, mais c'est bien aussi qu'il y ait les mères puisque ça confronte les points de vue. Parce que je trouve ça génial, les ateliers de futurs pères, je trouve ça super. Mais moi, je pense que c'est aussi important d'avoir des lieux où il y a et les mères et les pères, puisque ça permet d'avoir des points de vue complémentaires. En fait, t'as un risque majeur, excuse-moi, t'as un risque majeur avec les rassemblements d'hommes en général. C'est important que les hommes puissent s'exprimer. Ça, moi, c'est quelque chose c'est quelque chose que je dis en formation chez LBDC Formation. C'est important que les pères puissent s'exprimer, même si ce qu'ils vont dire est socialement inacceptable. C'est-à-dire que c'est important qu'à un moment, le daron, il puisse dire, ma femme, elle me gonfle parce que elle fout rien à la maison toute la journée pendant que je vais travailler, elle a juste un enfant à s'occuper et je reviens, le repas il est pas prêt. C'est horrible à dire. Mais ils ont besoin de le verbaliser. Pour pouvoir le retravailler. Et le risque, des regroupements d'hommes quand c'est pas forcément mené par des gens très compétents sur le sujet ou sans présence féminine pour réguler un petit peu quand même tout ça. C'est que ça devienne du boys club, quoi. Moi je suis assez d'accord. Moi je pense que les deux peuvent être complémentaires, mais moi après de la même manière, je pense que des femmes ensemble, Je pense que des mères ensemble. Alors pareil, en fait tu peux voir les choses en deux temps si tu veux. Tu peux avoir une phase d'expression où il faut vider son sac et en effet c'est peut-être mieux d'être juste entre mecs, tout comme c'est mieux d'être entre femmes. Et ensuite dans les phases de travail, de construction, en fait faut faire de la co-construction. Et la co-construction en vase clos et en non-mixité. Ouais, moi je suis pas sûr que ça serve Je pense que, comme tu dis, en deux temps, les choses peuvent être bien. Mais moi, j'ai pu observer vraiment. Il y avait des mères qui venaient avec des pères en me disant en off, les rituels, ils pensent que c'est des caprices. Je schématise, évidemment. Et puis, le père repartait, il me disait, je vois les choses sous un autre angle parce qu'en fait, j'ai moins d'infos que ma femme. Donc, forcément, j'ai d'autres filtres de lecture. Et là, maintenant, je me dis que je vais essayer de bouger en tout cas. Et ça se serait pas passé de la même manière, en effet, contre père et contre mère. Nadège, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour conclure ce podcast qui m'a beaucoup intéressée et qui apprend toujours, d'échanger sur différents points de vue. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, je rajouterais une petite chose, c'est de ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à accueillir les émotions de nos enfants, ou qu'on n'arrive pas à exprimer les autres, ou qu'on n'arrive pas à exprimer les nôtres, comme on aimerait, parce que la culpabilité, elle pointe souvent le bout de son nez, surtout quand on est parent, voire jeune parent, que c'est pas facile. Franchement, il faut pas penser que parce que certaines personnes sont formées qu'ils y arrivent forcément mieux. C'est juste qu'on a un autre regard, on va dire, peut-être quelques billes en plus, mais pour autant c'est rose chez personne. Parfois,
on a l'image des réseaux sociaux ou de ce que les gens autour de nous ont bien envie de nous partager, mais bien souvent, les galères, on les garde pour soi et on a l'impression que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Je voudrais dire que voilà, bien souvent c'est une image et que quand on creuse un petit peu avec nos amis, avec nos voisins ou certains membres de la famille, pour qui on a l'impression qu'en fait tout va bien. Je prends vraiment l'exemple d'une maman que j'avais vue en consultation pour le sommeil de son enfant et qui me disait, quand elle avait demandé à une amie à elle pour le sommeil de sa petite comment ça se passait, elle lui disait que ça allait, qu'elle galérait pas, que ça se passait bien. Et au final, quand elle lui a demandé comment est-ce que ça se passait le soir, donc vraiment en demandant en détail comment ça se passe, le rituel, combien de temps est-ce que ça prend, etc. Donc vraiment en allant creuser, elle s'est rendue compte qu'elle restait 1 heure à faire le rituel, à essayer à endormir, à rester le temps que son enfant s'endorme, etc. Et elle me disait, mais en fait, moi, si j'y passe 1 heure, je considère pas que ça se passe bien. Mais pour cette maman, pour son amie en tout cas, c'était dans ce qui était acceptable en fait pour elle. Voilà, c'était pas du tout un problème. Donc elle disait que ça se passait bien. Et donc aussi avoir en tête qu'on n'a pas tous les mêmes seuils de tolérance. On place pas la barre au même endroit. On n'a pas tous le même niveau de fatigue. On n'a pas tous la même patience. On a effectivement chacun notre propre sensibilité aussi, notre propre histoire, notre propre éducation qui entre aussi en jeu parfois malgré nous. Donc vraiment ne culpabilisez pas. Si vous en ressentez le besoin, eh bien trouvez quelqu'un près de chez vous, parce qu'encore une fois, je trouve ça quand même bien plus intéressant de voir quelqu'un et de parler de la situation plutôt que faire par vidéo ou que sais-je. Moi, je suis vraiment on est des êtres de relation, c'est ça. Donc vraiment aller à la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous écouter et peut-être vous permettre de trouver vos propres pistes pour votre famille, pour vos enfants. Et puis autre chose que je voudrais dire, c'est voilà, vivez vos émotions comme elles arrivent, accueillez vos enfants avec leurs propres émotions, avec, j'ai envie de dire, toute la palette de couleurs qu'il peut y avoir dans leurs émotions, et savourer tous ces moments passés avec vos enfants, parce que la vie, elle passe vite, la vie, elle est courte. Le temps de la culpabilité, moi j'aime bien essayer de parfois lui donner un petit coup de pied aux fesses pour vraiment profiter au maximum de chaque instant avec eux, parce qu'ils grandissent très très vite, même si sur le moment c'est dur. Après, on cligne des yeux, on se retourne et on se dit waouh, mais en fait, elle a déjà 10 ans. Et là, on se dit bon, une petite claque. Donc vraiment, profitez à fond. Merci pour cette très jolie conclusion, Nadège, que je partage évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour le podcast de Parents pas parfaits. Je te laisse conclure, Romain. Tu viens de le faire, Elodie. Ok, pardon. Bon, désolé. Non, je vais juste suivre le conseil de Nadège. La prochaine fois que mon patron va m'engueuler, je vais me mettre à pleurer. Peut-être que ça marchera. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Mais non, je veux pas. Mais peut-être ça marchera. Peut-être que je serai augmenté. Tu pourras lui dire, je me sens triste en ce moment et c'est pas le top. Ouais, mais je pense qu'il s'en bat les reins, très clairement. Je pense que c'est pas leur dynamique. On va pas régler les choses comme ça tout de suite. Pour clôturer ce podcast de Parents pas parfaits, merci à vous deux, Cédric et Nadège. Rappelez-nous votre actualité. On va commencer par Nadège. Restez galant un petit peu. Ton actualité, ton Instagram, ton livre, ton site internet et tout. J'ai dit dans le désordre. Tu peux dire dans le désordre, y a pas de problème. Donc mon entreprise et mon compte Instagram, c'est Un Amoureux Naturel, sur les différents réseaux sociaux. Si vous habitez en région toulousaine, que vous soyez parents ou pro de la petite enfance et que vous avez besoin d'un accompagnement autour des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de souci, je serai là pour vous accompagner. Et ensuite, donc moi j'ai écrit 3 livres chez Erol, il y en a un 4e qui est dans les bacs. Donc le premier qui s'appelle Partager le meilleur avec mon enfant, dans lequel je partage vraiment tout pour mettre en place, pour créer un lien de confiance avec son enfant. Ensuite, il y a 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir. Et ensuite, les histoires relaxantes pour les enfants hypersensibles, donc en lien avec le thème d'aujourd'hui. Ouais. On mettra les liens à la fin de la description du podcast. Comme ça, on prend 10% aussi sur chaque vente. Donc du coup, ça marche. À ne pas oublier qu'un enfant sur 2 ne fait pas ses nuits avant ne fait pas ses nuits, encore c'est minimum 6 heures, avant l'âge d'1 an, donc c'est plutôt très très normal. Cédric, c'est à ton tour, la petite minute promo. Écoute, au plus parce que toi aussi t'as une carte de visite à super. Non, mais moi c'est simple, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Papatriarcat, aussi sur les réseaux sociaux. Puis s'il y a des jeunes papas, futurs papas, le livre où tu vas être papa, il est pensé pour les accompagner sur plein de sujets tranquillement et aussi les amener à réfléchir sur des choses un peu inattendues. Et voilà, puis on se donnera rendez-vous dans les mois qui viennent pour de futurs projets. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cédric, merci Nadège, merci d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits et on vous dit à très bientôt.